Bonjour, nous entamons la 4e vidéo. Nous avons dédié les premières 3 vidéos à des mots qui essayaient de souligner, de créer une sorte de constellation d'interprétation de mots pour interpréter les classiques à toute époque et à toute latitude. Nous essayons de faire exactement la même chose aujourd'hui, mais avec le mot modernité. La chose est moins évidente. D'ailleurs, les 3 mots que je vous propose aujourd'hui d'analyser, le mot moderne, évidemment, le mot contemporain et le mot non traditionnel. Juste pour répéter ce qu'on vient de dire, ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, on a défini le classique à travers les catégories vitruviennes, utilitas, venustas et symétrie, la firmitas aussi. On y a ajouté la question de l'anthropométrie et la question de l'ergonomie, tout en passant pour la question du rythme, des proportions et du module. Pour ce code qu'on a défini comme étant un code classique, on a pu donner des mots d'interprétation. Mais pour le moderne, est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce qu'il y a des mots qui peuvent définir la modernité? Ce qu'on peut faire en première instance, c'est de donner la signification du mot moderne, tel que nous est donné par le dictionnaire. Donc, il vient du latin modernus et du latin classique modo, que ça veut dire récemment. Il y a 4 possibilités d'interprétation. La première, moderne, qui appartient au temps présent ou à une époque relativement récente. La deuxième, qui bénéficie des progrès les plus récents. La troisième, qui est fait selon les techniques, les règles et le goût contemporain par opposition à l'ancien, qui est dans l'enseignement des humanités, s'oppose à classique, contraire, antique, classique. Une partie de la signification de moderne se fait sur un concept de temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose on est en train d'analyser quelque chose qui est proche de nous, au niveau temporel. Il y a quelque chose de l'ordre du progrès, des avancées sociaux, des avancées politiques, économiques, etc. La technique, évidemment. Mais il y a toute une partie qui se construit en opposition avec le classique. Il y a des évidences. Donc, effectivement, on peut dire que moderne, ce n'est pas le classique du 5e siècle. Moderne, ce n'est pas non plus le classique du XVIe siècle, la Renaissance. Moderne, ce n'est pas le classique du XVIIe siècle, donc le classique français. Moderne, ce n'est pas le classique du XXe siècle, le classique Beaux-Arts, on est au Grand Palais, 1900. Moderne, ce n'est pas le classique au XXe siècle, le classique postmoderne. Mais déjà là, on a un doute, qui fait qu'on peut se poser la question, est-ce que tout ce qui n'est pas classique est moderne? Certainement, le moderne s'oppose toujours à l'ancien, mais dans des configurations spécifiques, lui donnant à chaque fois un contenu particulier. Si c'est comme ça, chaque époque qui produit une architecture qui s'oppose à la précédente aurait sa modernité. On construit quelque chose en opposition à une époque précédente, et cette modernité serait particulière pour chaque époque. Ça veut dire que chaque époque présenterait un aspect de modernité spécifique en fonction de l'époque précédente. Est-ce que c'est clair? La définition générale est moderne ce qui s'oppose à l'époque précédente, pas seulement à l'ancien en termes que classique gréco-romain, donc à une époque précédente. Et chaque opposition, elle est spécifique à l'époque à laquelle on s'oppose. Si le classique est l'architecture de la tradition, est-ce que l'architecture romaine, entre le 6e et le 9e siècle, est moderne? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut trouver dans l'architecture romane, au XVIe siècle, quelque chose qui s'oppose à la tradition classique précédente? Est-ce que le gothique
entre le Xe et le XIIIe siècle, peut-il avoir une modernité s'il s'oppose à la romanité qui vient avant? Est-ce que à la Renaissance, par exemple, entre le XIVe et le XVIIe siècle, on peut considérer Brunelleschi comme un étant moderne, en étant en opposition avec le gothique précédent? Est-ce que Michel-Ange est moderne? Est-ce que le baroque de Borromini au XVIIe siècle est moderne? Pour arriver jusqu'à Victor Horta, donc au XIXe siècle avec l'Art Nouveau, est-ce qu'il est moderne? Là, on peut se poser la question. Toujours dans cette idée de définir la modernité en opposition à l'époque précédente. Le Corbusier est certainement moderne. Mais pourquoi on dit ça? Mais parce que ce mot moderne, arrivé au XXe siècle, définit quelque chose qui s'appelle la modernité. Il y a deux modernités. Il y a la modernité en tant que principe d'opposition à l'époque précédente, et il y a la modernité en tant que définition d'une époque et d'un style architectural. Nous sommes exactement dans le même cas figure qu'on a fait avec le classique. On a parlé du classique comme en étant le classique traditionnel gréco-romain, et on a parlé du classique que a fait gagner le concours à Pont-Saint-Parc pour l'ambassade de France à Berlin. Vous vous souvenez? Donc, on est toujours sous ce registre. Il sera commun à tous ces cours. C'est qu'on a ce qu'on appelle une transversalité, donc un mot qui est capable de traverser le temps et l'espace, et on a une localité, un mot qui définit précisément un moment et un espace. Donc, on a la modernité qui définit la transversalité de l'histoire de l'architecture et du design, et on a une modernité qui définit une époque à partir du XXe siècle jusqu'aux années 50, caractérisée par certains mouvements et par certaines personnes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette transversalité de la modernité, jusqu'à arriver à se poser la question, est-ce que la pyramide de Paye est-il moderne, tout en étant fait dans les années 80? Est-ce qu'il y a-t-il un code génétique de la modernité, tel qu'on l'a pu décrire pour le classique? Il y a une spécificité de modernité pour chaque époque, en fonction de l'opposition à l'époque précédente. Et on peut commencer, par exemple, par le moderne, la signification du moderne au Ve siècle. On a donc Cassiodore qui définit d'antiquitas l'antiquité païenne romaine, par opposition à Nostra Tempora ou à Saecula moderna, qui est la naissance de la chrétienté. Lui-même, Cassiodore, en étant converti. Donc, ce mot moderne, Saecula moderna, donc le siècle de la modernité, se fait par opposition à Antiquitas, donc à l'appellative pour définir ce qui vient avant. Si je prends l'architecture de l'époque, donc là, c'est l'église Saint-Étienne-Laurent, est une basilique de Rome qui remonte au Ve siècle. On a un langage totalement différent du langage de la païenté. L'édifice et ses caractéristiques d'une architecture romaine paléochrétienne. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'effectivement, on est dans des formes qui sont des formes qui évoquent la communauté des hommes, qui évoquent le fait de se rassembler ensemble. Regardez le plan. C'est un plan central qui se construit autour de cette colonnade en péristyle qui est intérieure. Ce sont des objets assez fermés. Là, on est au baptistère du Latran, donc c'est une autre église de la même époque. Et regardez l'intérieur, le même principe, donc une communauté qui se rassemble autour d'un centre. Si j'analyse les deux plans, dans le plan grec, au centre, il y a le naos, la cellule. Et cette cellule, elle est vide. Elle est réservée aux prêtres pour célébrer le mystère de la divinité, mais elle est inaccessible au public. Les gens restent dehors. À la différence de la communauté chrétienne,
où les gens participent au culte et ils sont à l'intérieur. Ce passage qui se fait entre la païenté et la religion catholique et la religion chrétienne. Ça, c'est une église qui se trouve à Naples. Elle se trouve au centre de Naples, dans ce qui était l'agora grecque. Et là, il y avait un temple, on voit encore les 2 colonnes, il y en avait 6 d'un temps qui sont tombées à cause des tremblements de terre successifs. Mais toute l'église, là, il doit y avoir un détail, vous voyez, toute l'église s'est construite sous le temple grec. C'est-à-dire qu'il y a changement de religion, le temple il était là, on a travaillé, on a construit sous ce temple. Encore plus évident, ça c'est Syracuse, c'est l'église à Syracuse, et vous voyez là la façade est une façade baroque, mais quand vous voyez sous les côtés, vous voyez, on voit les colonnes doriques qui sont à l'intérieur de la structure, un mur. Donc il y a une juxtaposition qui se fait immédiatement. Ça veut dire que la place du mystique grec est substituée par la chrétienté immédiatement, hein, tout de suite après. Après, il y a une vraie réflexion qui se fait avec le roman, qui prend un langage à part entière et qui s'éloigne de la question de la classicité. Là, les choses sont encore confondues, vous voyez. Donc là, ce qu'on est en train d'analyser, la question du roman du 5e siècle par rapport à l'époque précédente, elle est spécifique au style du 5e et 6e siècle après Jésus-Christ. Ce que j'ai montré tout à l'heure, que ce soit Naples, soit Syracuse, on remplit avec un mur entre les colonnes. Mais ici, il y a une idée qui est complètement différente. On commence à construire un nouveau langage qui se fait en opposition au langage précédent. Dans ce sens, il est moderne. Plus tard, au XIIe siècle, la chrétienté a déjà un passé. Et donc, au XIIe siècle, on est déjà dans l'obligation de se mettre en rupture à l'intérieur même de la chrétienté avec le siècle précédent. Chaque modernité se caractérise spécifiquement entre un siècle et un autre. Le gothique et la modernité du gothique est liée au retour à la nature. Le vivant et l'organique, qu'ils avaient perdu un certain sens dans l'Antiquité, ils retrouvent aujourd'hui une valeur. Les choses du quotidien, pour être appréciées, n'ont plus besoin d'une légitimation transcendantale. Ils peuvent devenir des objets d'art. Et cette architecture gothique se peuple d'êtres vivants. Thomas d'Aquin dit « Dieu se félicite de toutes choses car chacune est en harmonie avec son esprit. Chaque réalité, même la plus petite, a un rapport direct avec Dieu. Chaque chose exprime à sa façon le divin. Donc, chaque chose a sa valeur et son sens pour l'art. Qu'est l'art? Il y a un changement, évidemment, de référence de beauté, de cadran de beauté. Donc, on passe dans cette idée de discobolde ou bien de la Vénus de Milo, hein, à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ça. Donc là, pour exprimer la terreur et la damnation, on est à la cathédrale de Saint-Lazare, on arrive à une déformation extrême de l'organique, du corps, qui est nécessaire pour pouvoir exprimer avec puissance et avec force ce nouveau sens de la beauté et de l'art. Toujours la cathédrale de Saint-Lazare, là c'est la terreur de la damnation quand vous êtes jugé, on pèse les âmes. Là c'est le jugement universel. Regardez tous ces corps qui sont les uns sur les autres avec les diables qui soufflent sur les femmes. Ou bien raconter des histoires, les chites aux longues oreilles de la cathédrale de la Madeleine de Vézelay. Regardez jusqu'à où elle peut arriver la déformation physique, jusqu'à avoir ces êtres avec ces énormes oreilles pour pouvoir raconter quelque chose. Ou ça, je trouve ça magnifique,
C'est le sommeil des mages, c'est une sculpture romaine qui orne le chapiteau de la cathédrale de Saint-Lazare à Autun. Regardez, c'est l'ange qui arrive dans le sommeil des mages pour raconter la bonne nouvelle. On change la façon de raconter. Donc il y a une narration qui est cinématographique, à la différence du principe d'unité, d'action, de lieu de l'art classique. Là, les histoires sont des histoires continues. On raconte, là par exemple, c'est le banquet d'Hérode, et en même temps, sous la droite, le meurtre de Jean-Baptiste, représenté dans la même scène. Nous sommes à la cathédrale de Rouen. Cette sensibilité pour l'individu, c'est un des premiers symptômes de cette nouvelle dynamique spirituelle. On passe d'un art qui est habitué à considérer l'espace humain dans sa totalité et uniformité, qui est capable de distinguer seulement les élus des damnés, à un art qui souligne les traits individuels des figures et fixe la singularité et l'exclusivité de chaque élément de cette humanité. Un des éléments de la modernité, c'est l'individualité. Chaque modernité met en avant un caractère particulier de l'individu. Il n'existe plus cette distinguer simplement les bons des méchants. Là, cette sensibilité pour l'individu s'exprime avec des traits individuels. Le corps, l'expression, l'image, la posture, fait que chaque élément de cette humanité parle de ce personnage. Regardez ça. Ça, c'est un ange de la cathédrale de Reims. Regardez son expression. Regardez quelle posture qu'elle a. Non ou bien la sensibilité de ces deux personnages, de Samuel et du roi David, toujours la cathédrale de Chartres. Regardez quand même les visages. Là, on est à la cathédrale de Naumbourg, le dernier repas du Christ. Il s'est représenté le moment de manger l'hostie, le pain. Il arrive directement à la bouche d'un des apôtres. Ou bien nous sommes là, c'est magnifique, à la cathédrale de Montbourg. Donc il y a d'un côté du portail central, il y a les Vierges folles d'un côté, et ça c'est la représentation de deux des Vierges folles de la cathédrale, à des Vierges sages dans la partie opposée du portail. Regardez les visages, non? On peut regarder les visages dans le détail. Dans ce texte que j'ai évoqué, le dualisme de l'art gothique de Arnold Hauser, c'est l'histoire sociale de l'art. Hauser dit que dans ce nouveau courant, qu'est l'art gothique, chaque réalité, même la plus petite, est en relation directe avec Dieu. À sa façon, n'importe quelle chose exprime cette divinité. Avec cette nature, on ne cherche pas seulement une analogie avec une réalité surnaturelle, mais on cherche les traces de son propre moi. C'est comme si cette nature, c'était le miroir de notre âme. Voyez, on se retrouve nous. Donc, la pelouse en fleurs, la rivière glacée, le printemps, l'automne, le matin, le soir, ils deviennent tous des moments de l'âme. L'art classique, c'est toujours une forme de transcendance. Vous ne voyez jamais la fatigue, vous ne voyez jamais de la douleur, ni non pas la jouissance. Vous voyez quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance de la chose. Imaginez une vague, imaginez ce qu'on pouvait ressentir sous la vague. Je ne sais pas si vous avez fait jamais l'expérience de vous plonger dans une mer agitée pour ne pas avoir à combattre avec la force et la vague, vous passez en dessous. N'importe quelle vague et n'importe quel mouvement à haut, mais en bas c'est le calme. Et l'art classique exprime ce dépassement, chose qui ne fait plus l'art gothique. Au contraire, tout ce qu'on a vu, cette énorme expressivité, sert à raconter le haut de la vague, la mousse de la vague, le moment le plus fort, non, de la puissance de la vague. Donc c'est exactement le contraire. Tous ces objets de nature deviennent des choses qui racontent nos états d'âme.
Regardez par exemple ce Pellican, c'est la cathédrale de Saint-Étienne de Metz qui nourrit ses petits. Donc évidemment, fait écho à la naissance et au nid. Ce n'est pas la naissance du Christ, c'est la naissance des petits. Donc la nature devient symbole de naissance. Ça fait penser au Cantique des créatures qui a été composé par François d'Assise. C'est l'élégie de la nature. Et le soleil, le vent et la nature, elles sont louées en tant que création du Seigneur. Le Seigneur, il est loué indirectement à travers ses créations. Là, on est au musée de Cluny, c'est un chapiteau d'angle avec des oiseaux qui se trouvent dans des roseaux, par exemple. On a encore une représentation qui est une représentation d'un objet de nature. En architecture, si l'Église romaine a une forme plutôt fermée, finie, comme toute l'architecture classique, vous savez, nous on a défini une architecture classique comme une architecture finie, cohérente, où toutes les parties servent les unes et une autre. Et donc, pour servir les unes aux autres, la structure, elle doit être terminée, finie. On reprend cette finitude et cette vision passive de la chose, mais on la transforme complètement au XIIe siècle avec le gothique, qu'il devient plutôt un état en devenir, comme si l'œuvre naissait en présence du visiteur. Il y a un jeu de force qui fait oublier tout le reste, qui te suspend. Une architecture gothique met en mouvement aussi celui qui la regarde. Est-ce que traverser une forêt, ça te donne une dimension à l'échelle humaine? Dans l'architecture gothique, l'homme, il est beaucoup plus présent que non pas dans une architecture classique, bizarrement. Il y a toujours une transcendance, évidemment, parce qu'on est dans un objet qui est un objet qui doit être transcendant par définition, une église. Il doit te faire penser quand même à Dieu. Donc, quelque part, est implicite, c'est dans le marketing de la construction d'une église, la transcendance. Mais cette forêt de poteaux qui va dans tous les sens, dont la géométrie, elle est certes visible, mais beaucoup moins évidente que non pas dans l'architecture classique, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'homme que non pas le classique. Le classique est composé avec une règle et avec une géométrie qui est elle-même transcendante, qu'il pose l'homme sur un plan totalement abstrait. Une architecture gothique, celle du XIIe siècle, ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose, certes, de majestueux, certes d'immense, mais qui est fait d'une nature qui est une nature humaine. Je ne sais pas quelle expérience vous avez de la visite de l'un et de l'autre. Parce que quand vous êtes en présence d'un temple grec, c'est tellement loin comme construction, c'est tellement abstraite, c'est tellement divine dans sa règle, vous perdez toute humanité. C'est quelque chose qui ne parle plus de l'humain, il parle de la transcendance. J'ai l'impression qu'à plusieurs époques, on retrouve certains codes et on alterne en fait. On alterne... Tout à fait. L'avantage d'organiser la pensée telle que nous la faisons, c'est justement cette alternance, non? Et cette discontinuité, de savoir qu'il n'existe pas une pensée qui se construit petit à petit, mais c'est une pensée qui se reconstruit à fur et à mesure par opposition à une pensée précédente, ce qu'on essaie de montrer. Déjà, par exemple, quand on revoit le classique et la Renaissance, on revient à cette abstraction et cette géométrie qui ne sont pas humaines, qui ont déjà une autre idée, qui n'est plus l'idée humaine. Parce qu'au fond, c'est raisonner avec la règle de Dieu. La fameuse mimésis, faire comme la nature, ça veut dire pour l'Église, faire comme Dieu, la structure, la matière de Dieu. Et là, on est dans des hors d'échelle, ça c'est clair, mais c'est un hors d'échelle inachevé, dans lequel l'homme, il peut faire quelque chose, il peut y mettre quelque chose dedans. C'est cette dimension organique qu'ils ont en commun. Organique est l'homme et organique est la construction. C'est pour ça que la classicité élimine cette dimension d'organique. L'anthropométrie classique, elle n'est pas organique du tout. C'est une idée abstraite de l'homme en chiffres, en nombre, en quantité et proportion.
pour le faire rentrer dans l'architecture, le classique transforme l'homme dans un système métrique. Le gothique, non. Le gothique, il le fait rentrer tel que, en chair et en os. Or, pour construire avec cet homme, on doit traduire cet homme avec un langage qui parle au langage de la construction. Cet homme, il n'est pas toujours l'homme, il n'est pas toujours le même. Cet homme, pour pouvoir rentrer dans la construction, il doit avoir une traduction. Est-ce que c'est clair le concept? Donc, cet homme est traduit par l'architecture classique comme un système numérique de proportions qui sont des proportions divines, et c'est comme ça qu'il rentre dans la construction. C'est ce principe d'équilibre total, ce principe de dépassement de l'attention, de dépassement de l'être humain, tout court, d'être un humain. Et c'est comme ça qu'il rentre dans la construction, avec cette traduction. La traduction qui fait le gothique de cet homme n'est absolument pas la même. C'est un homme qui a peur, c'est un homme qui jouit de petites choses. Cet espace, il lui parle. Cet espace, il lui fait peur. Cet espace, il peut l'accueillir avec plein de couleurs, les vitrailles, voyez, le tenir parce qu'il lui met une grande lumière. Il n'y a pas de lumière dans l'architecture classique, il n'y en a pas. C'est le gothique qui ouvre et qui fait la lumière. C'est toujours comment cet univers qui s'appelle homme est traduit pour pouvoir rentrer dans l'autre système qui s'appelle l'architecture. Et ce n'est pas la même traduction. C'est vrai que c'est une architecture qui peut effrayer, mais il peut effrayer parce qu'il prend en compte le fait que l'homme, on puisse l'effrayer. Et il le fait, et lui fait peur. Vous avez regardé toutes les sculptures, les visages, les statues, les vierges folles. Non, c'est ça. C'est qu'on fait peur, on doit faire peur, on doit faire jouir, on doit travailler avec le sentiment. C'est une architecture qui travaille avec les sentiments. C'est pas parce qu'il te fait peur qu'il t'écrase. Si tu as peur, ça veut dire que tu crées une relation avec l'espace, une relation qui se fait à travers la peur, à travers l'ordre d'échelle. Je suis plus grand que toi. Mais je me compare à toi comme en étant plus grand que toi. Ça veut dire du même niveau, mais plus grand. Le temple grec, pas du tout. C'est autre chose. C'est une soucoupe volante. C'est une construction pour les dieux. C'est une construction qui n'est pas faite pour l'homme. Un homme, il n'y habiterait pas. Ce n'est pas sa maison. Reprenons de ce point-là. On a dit que cette modernité se caractérise à chaque époque comme opposition à la précédente. Là, on a regardé le 5e siècle, on a regardé le 12e. Maintenant, on arrive jusqu'au 15e siècle, au 16e, avec Raffaello Sanzio à gauche et Pape Léon X à droite. Raffaello écrit une lettre à Pape Léon X, dans laquelle, c'est un vulgaire italien, pour la première fois, nomme le mot moderne. Et il dit que les édifices modernes se remarquent pour être neufs. Les édifices modernes se remarquent pour ne pas avoir atteint l'excellence et la préciosité des anciens, et l'édifice moderne se remarque pour être plus simple, moins complexe des anciens. Donc, il donne 3 définitions de modernité. Un, c'est que la contemporanéité, donc ils se remarquent parce qu'ils sont proches de nous. Les édifices modernes, ils ne sont pas précieux comme les anciens, donc ils n'ont pas la même qualité, la même préciosité des anciens, et ils sont, évidemment, ça va de soi, plus simples et moins complexes. 3 mots. Le contemporain, le non traditionnel et le simple. Qu'est-ce que c'est le contemporain? Donc, contemporain, je répète, qui vit à la même époque de quelqu'un d'autre que celle où certains événements se produisent, ou bien qui appartient à l'époque présente, au temps présent. Ça veut dire que on est en train d'analyser un concept par sa dimension temporelle. Okay?
Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est plus ou moins proche d'une autre chose. Et on a l'idée, d'un côté, d'un monde qui est un fragment d'espace-temps, contre une idée d'un univers qui réagit par un système où toutes les règles sont liées les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle une cosmogonie. Toute la culture classique est liée par des harmonies mathématiques, qui sont aussi des harmonies de musique. Vitruve, qui se réfère à la culture grecque, qui se réfère à Platon, et qui se réfère à Pythagore, qui essaient de trouver des règles qui sont les mêmes, liées les unes aux autres, harmonie mathématique comme harmonie musicale, pour expliquer qu'est-ce que c'est l'univers. Donc, si l'univers classique est construit sous cette cosmogonie, est construit sous cette idée de temps qui est un temps où tout trouve sa place, un espace et un temps où tout trouve leur place, la modernité, non. C'est quelque chose qui est de l'ordre du fragment. On a ce temps qui est un temps immédiat, contemporain, et on a ce temps qui est un temps qui est lié à une cosmogonie. Donc on a un fragment contre un monde tout entier. Une des œuvres qui représente le plus ce passage entre la culture gothique et la culture de la Renaissance, c'est le Portique des Innocents de Brunelleschi, 1419. On sort de la culture gothique, mais on a déjà tout ce qu'on a vu de la culture classique, l'influence des antiques, la traduction de Vitruve par Léon Baptiste Albert, etc. Mais quand vous voyez cette image, vous voyez une colonnade avec des colonnes qui ne sont absolument pas dans la proportion vitruvienne. Elles sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus longues. Ça veut dire que on a cet héritage de modernité du gothique qui est proche de la nature, est lancé hors d'échelle, etc. Mais qui doit se confronter avec cette nouvelle culture néoclassique de la Renaissance. Et donc, on s'exprime encore avec un arc régulier et avec des colonnes, mais déjà avec un esprit qui n'est plus le même, ni gothique ni classique. On est dans une sorte d'hybride qui va vers une modernité. Après, on a vu ce qui se passe à la Renaissance, comment on reprend tous les critères du classique, l'équilibre, la transcendance, etc. Mais à la fin de la Renaissance, donc ça c'est la représentation du jugement universel de la chapelle Paolina que réalise Michel-Ange en 1541, où il y a ce système de figures qui est totalement tourmenté, irrégulier, à la différence de la chapelle Sistine de 1473, dans laquelle toutes les images sont répertoriées dans des figures géométriques. Vous voyez la différence? Donc, on passe dans un système classique géométrique à un système qui est dans une forme de représentation qui n'est plus la même. Michel-Ange même, nous disons que la Renaissance termine avec Michel-Ange. Et Michel-Ange, qui dessine en 1538 la place du Capitole, où nous utilisons une figure qui est l'ellipse, qui sera la figure caractérisant le baroque. On est déjà dans un dépassement, dans une crise d'une époque précédente. Voyez, pas seulement il utilise l'ovale, mais en plus la surface elle n'est pas plate, elle est bombée. Donc il y a cette impossibilité d'arriver au centre, parce que par définition l'ellipse ne l'a pas. Et en plus, il y a cette dérive, non? On descend tout le temps, ou on remonte, on descend. Il y a toujours cette idée de mise en mouvement qui n'est pas du tout de la Renaissance. Voyez, donc, ça se trouve, cet ovale, dans des constructions qui existaient déjà, celle qui est à haut et celle qui est à droite, mais à gauche, il réalise ce palais comme scène théâtrale. Il y a juste une pièce derrière. Donc, il ne dessine pas l'immeuble, mais il dessine la place. En utilisant l'immeuble comme une scène théâtrale. Derrière, il a toute la vue sous
le Capitole et le Colisée au fond, donc il y a toute l'histoire de Rome qui sont au pied de la colline, et devant, il y a le théâtre de Marcelle, le portique d'Ottavia. Donc on est dans un système qui est entouré de classicité. Et lui s'exprime déjà dans une façon qui va totalement à l'opposé de ce que est ce langage classique. Au XVIe siècle, donc dépassement de ce moment de la Renaissance, l'élément qui détermine une insurrection contre la tradition, c'est le protestantisme. Le fait de traduire la Bible dans les langues nationaux, donc on sort du système du latin et de l'Église classique, entre guillemets, pour rentrer dans des histoires plus petites, des histoires nationales. C'est la guerre avec l'Église et le pouvoir central, c'est l'Inquisition, et surtout, c'est le Concile de Trente qui impose désormais aux architectes les règles pour la construction. On rentre dans la période baroque qui est moderne encore par rapport à la Renaissance, qui, faisons court, transforme le déséquilibre du gothique, cet ordre d'échelle, dans deux éléments, le tourment et l'extase. Borromini représente certainement le tourment. Vous savez, il meurt en étant suicide. Il se jette sous son épée. Il mourra 24 heures après. J'ai trouvé cette phrase. « Et quand cesserez-vous un jour de m'affliger mes pensées désastreuses? Quand mon âme cessera-t-elle de s'agiter? Quand tant de douleurs me quitteront elles? Que faire de plus dans cette vie cruelle et exécrable ?» Ça, c'est Borromini qui a écrit. Voyez. Et donc, c'est un espace qui s'ouvre et il se referme tout le temps, qui cherche le concave, le convexe. Et ça, un des exemples les plus typiques de cette architecture, c'est le San Carlin, aux Quatre Fontaines, qui se trouve à Rome. Vous voyez, c'est un mouvement perpétuel qui ne trouve jamais équilibre. Ou bien, c'est les volumes qui se compénètrent tellement, qui arrivent jusqu'à presque se fragmenter, consommer, comme dans la coupole de l'église de Sant'Ivo della Sapienza. C'est tellement une compénétration, c'est une étoile avec deux cercles différents, avec deux rayons, qui fait qu'il y a fragmentation tout le temps. Ou bien une autre figure qui représente cette recherche insatisfaite et infinie, c'est la spirale. Et que la spirale que vous retrouvez dans la lanterne même de l'église de la Sapienza, di Sant'Ivo della Sapienza. Une spirale qui arrive jusqu'à terminer à l'infini. La même spirale qu'on trouve dans les colonnes du baldaquin de Saint-Pierre, qui Borromini réalise avec Bernini. Chaque colonne est faite comme si c'était une spirale, toujours à représenter quelque chose qui est en devenir. Ce devenir gothique, non? Il devient une autre forme de devenir, une autre forme d'inachevé. Bernat, l'extase. Certainement celle de Sainte Thérèse à l'église de Santa Maria della Vittoria à Rome. La chapelle, elle se montre comme ça. On est très haut, vous voyez l'autel, on est déjà, ça veut dire que une personne, si moi je suis comme ça, la chapelle elle est beaucoup plus haute, elle est beaucoup plus haute. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on voit du bas. Ces rayons de bois sont reliés à une fenêtre qui est une fenêtre cachée par cette rose de couleur de vert un peu jaunâtre. Ces rayons descendent sous la structure. Regardez la complexité, ça c'est Bernat, la complexité des habits de Sainte Thérèse jusqu'à arriver à la représentation de son visage comme une vraie extase. Tout ça, ça n'a plus rien à voir avec l'équilibre et le dépassement des passions de l'époque classique. Ça, c'est le visage de la Vénus de Milo, à propos de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est l'extase, et ça, c'est la Vénus de Milo. Dans les points de vue design,
il y a en France cette figure exceptionnelle qui est représentée par André-Charles Boulle, avec ce système de surcharge décorative qui se fait en partie encore sous des structures qui sont des structures classiques, entre guillemets, géométriques, régulières et reconnaissables comme telles, jusqu'à arriver à l'invention de la commode, qui est une invention de ce siècle et de ce personnage, qui là reprend effectivement cette volonté concave-convexe qui est typique de l'architecture baroque. On arrive au 19e, quand même. On va travailler sur ces trois mots, non traditionnel, la singularité. Si tout est différent, il n'y a pas de modèle. Je vous explique. Au 19e siècle, il y a un débat qui fait polémique. Et notamment, c'est Hittorf. L'idée est toujours la même. Comment ce passage d'une époque à une autre se caractérise à chaque moment d'une nouvelle modernité. Il y a une polémique qui fait rage, mais quand je vous dis fait rage, il y a les barricades, c'est que Hittorf, il rentre dans son voyage d'études, parce que l'école des Beaux-Arts, il partait pour faire une année, 2 ans, 3 ans, en Italie, pour copier les monuments anciens. Parce que dans tout ça, vous vous souvenez, donc on a trouvé Ercolano et Pompéi. On a vu ça récemment. Donc il partait pour aller voir effectivement quelle était cette architecture classique, puisque c'était l'époque de référence pour laquelle tout le monde travaillait. Hittorf, il écrit Architecture antique de la Sicile et Mémoire sur l'architecture polychrome chez les Grecs. C'est le premier, en 1846, qui arrive avec des dessins de ruines grecques tout colorées. Alors, nous que nous sommes habitués à regarder l'architecture classique comme étant une architecture monochrome, et donc nous sommes déjà, c'est une architecture qui est basée sur une règle extrêmement puissante et forte. En plus, avec le monochrome, il ne reste que la règle. Mais quand on est confronté à toutes ces couleurs, on est confronté aussi à une variété. Et pour la première fois, on voit qu'il y a une variété dans l'architecture antique. Ça veut dire que cette idée de modèle, comme en étant le référent principal, fonctionne moyennement. Ça veut dire qu'il y a probablement beaucoup de temples grecs qui sont peints autrement et différemment, et que donc ils représentent des choses différentes. Quelque part, Hittorf met l'accent sur la destruction du modèle classique. Il met l'accent sur le fait qu'il y a, même en époque classique, probablement, ce qu'on disait tout à l'heure, une cyclicité, une diversité, une destruction perpétuelle du modèle qui se fait sur une période et une autre. Il doit y avoir là aussi une modernité quelque part. Et il met en crise ce concept de modèle lui-même. Parallèlement, la Brouste, avec la bibliothèque impériale, il réalise la salle de lecture avec ses colonnes toutes fines et avec ses cupoles qui n'ont rien à voir avec l'architecture classique. Évoque, mais ne l'est pas. Ça veut dire qu'il s'écarte complètement du modèle classique, tout en utilisant quelque chose qui sent le classique, mais qui ne l'est absolument pas. Et tout ça, c'est possible pour une simple raison, c'est que il y a un aspect de la modernité que on ne verra pas aujourd'hui et qu'on a évoqué tout au début, que c'est la technicité, c'est les avancées techniques. Et là, il utilise pour la première fois une matière totalement inconnue à la classicité, qui est la fonte, et qui permet de réaliser des structures qui sont comme ça. Autrement, il serait impossible de réaliser en pierre
une structure semblable. On est face à la naissance d'un nouveau langage et on est face à ce qu'on appelle la révolution industrielle, avec des avancées extraordinaires comme le verre, la fonte et l'ingénierie. Je m'arrête là pour aujourd'hui et on reprendra le même discours, toujours sur cette question de quête du code de la modernité, en utilisant encore 3 mots, 3 catégories pour traverser le temps. Ok? Merci et passez une bonne semaine.